La semaine a été dominée par une annonce qui pourrait rebattre les cartes à Gaza. Donald Trump parle d'un désarmement du Hamas. Sauf qu'en comparant les récits, même le contenu de l'accord devient incertain. Et c'est le fil de toute la semaine, Léa. Les faits avancent, mais chacun bataille encore pour imposer ce qu'ils veulent dire. On le verra avec l'arrêt des frappes américaines contre l'Iran, un tournant majeur, raconté comme une percée, une victoire ou un recul. Et en Pologne, un missile russe est entré sur le territoire sans que Varsovie tire. Toute la question est de savoir ce que cette retenue dit de l'OTAN. Puis il y a ces incendies en France, 220 000 évacués, et 8 pays qui ne regardent pas la même catastrophe. Climat, vie bouleversée ou célébrité. Même fracture dans le football, où la vente de la Coupe du Monde fait désormais gronder l'intérieur de la FIFA. Mais d'abord Gaza, parce qu'ici, la dispute ne porte pas seulement sur l'interprétation d'un accord, elle porte sur ce qui a réellement été accepté. Le socle, lui, est clair. Jeudi, Donald Trump annonce sur Truth Social un accord qu'il qualifie d'historique. Une feuille de route en 15 points prévoit un désarmement progressif, une force internationale et un retrait israélien lié à l'avancement du processus. Là-dessus, les rédactions convergent. Elles rapportent aussi les réserves immédiates. Des représentants du Hamas contestent avoir accepté de remettre définitivement leurs armes, tandis qu'Israël reste officiellement silencieux ou sceptique. Le film commun s'arrête là. Parce qu'entre désarmer et stocker, il y a tout de même un gouffre. Al Jazeera relaie une feuille de route vers le désarmement complet, avec démantèlement des arsenaux et des tunnels. Au Globo rapporte l'inverse du négociateur Ghazi Hamad. Pas de remise des armes, seulement un dépôt temporaire des armes lourdes sous contrôle palestinien. Exactement. Dans le récit américain, repris par Al Jazeera, l'objectif est définitif. Dans celui publié par le quotidien brésilien, les armes changent de lieu, pas de propriétaire. Ce n'est pas une nuance technique, ce sont deux définitions incompatibles de l'engagement. Et il y a un problème encore plus élémentaire. Digi24 et Haaretz parlent d'un projet de texte. Ni la direction du Hamas, ni le gouvernement israélien n'avaient officiellement répondu au moment de leur publication. Oui, Publico et le 360 présentent les termes comme actés entre le Board of Peace et le Hamas. Digi24 et Haaretz maintiennent la distinction entre une annonce de Washington et un accord formellement accepté par les parties. Autrement dit, le mot « accord » lui-même est disputé. Attends, même si tout le monde signait, qui ferait le premier pas ? Al Jazeera arabique expose l'exigence du Hamas. Retrait israélien jusqu'à la ligne périphérique avant tout transfert d'armement au comité palestinien. Et Haaretz donne la condition israélienne opposée. Le Hamas doit d'abord se désarmer, puis seulement l'armée se retire. Chacun place donc l'acte irréversible chez l'autre. Je suis pas sûr qu'on puisse encore appeler ça une simple divergence de calendrier, Léa. Si personne ne commence, rien ne commence. C'est justement ce que révèle l'écart entre les deux rédactions. La séquence n'est pas un détail d'application, elle détermine qui prend le risque militaire en premier. Elle ne tranche pas la négociation, elle montre où elle peut se bloquer. Et pendant ce temps, Politica rappelle un autre test concret. Le ministre britannique Ed Miliband conditionne son soutien à la mise en œuvre complète du plan et juge inacceptables les restrictions israéliennes sur l'aide humanitaire. Observador fait entendre Dani Danon. L'ambassadeur israélien assure qu'Israël reste engagé, mais soupçonne le Hamas de simplement déplacer les armes d'un dépôt à un autre. Engagement affiché d'un côté, méfiance totale de l'autre. Donc le triomphe annoncé à Washington n'est pas confirmé sur le terrain diplomatique. Et là, Faz comme Dinstein prennent leur distance. Ils attendent des actes avant de traiter l'accord comme définitif. Voilà ce que raconte la comparaison. Une annonce commune, mais 3 désaccords encore ouverts. Ce que désarmer signifie, si le texte est conclu, et qui doit céder en premier. Cette semaine, à Gaza, le récit de l'accord a précédé sa réalité vérifiable. À Gaza, l'annonce avait précédé l'accord vérifiable. Avec l'Iran, cette semaine, le même écart s'ouvre entre ce que Washington proclame et ce que chaque camp dit avoir réellement obtenu. Le 1er août, Donald Trump suspend une offensive aérienne présentée comme imminente. Un plan de 10 à 14 jours attendait son approbation, et des ressortissants américains avaient été préparés à une possible évacuation. Là-dessus, les rédactions convergent. L'appareil militaire était prêt, puis Trump a changé de cap. Et la pression ne disparaît pas. L'Iran garde le détroit d'Ormuz au centre du rapport de force. Infobae, la Tercera et Amshari Online tombent d'accord sur ce levier, avec ses conséquences possibles sur l'énergie. En parallèle, des démarches de désescalade existent.
Achar Kalaoussat suit les consultations saoudiennes avec la Turquie et le Koweït. Amshari Online met plutôt en avant l'appel russe à reprendre les négociations. Le socle s'arrête là. Après, chacun raconte une cause différente au recul américain. Téhéran affirme que les moyens américains sont épuisés. Il Fatto Quotidiano relaie cette version comme une capitulation militaire. Le Korea Times insiste au contraire sur le plan prêt à être lancé. Trump aurait choisi de le suspendre. Alors, décision politique ou incapacité matérielle ? Aucune preuve commune ne tranche entre ces deux récits. Ce qui est vérifiable, c'est le changement de décision. Son moteur reste disputé. Même l'accord censé justifier la pause change de consistance selon l'endroit. En Espagne, eldiario.es relève que ces bases peuvent désigner une nouvelle feuille de route, comme la poursuite de discussions anciennes. Lao Dong, qui relaie Xinhua, le présente déjà comme un engagement concret auquel Israël se serait joint. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre ces récits au même niveau, Jean. L'un examine le flou des mots de Trump, l'autre reprend une version d'agence. Justement, l'écart montre ce que la circulation internationale d'une annonce lui fait subir. À Madrid, elle reste une promesse indéterminée. Via Xinhua, elle devient presque un dispositif multilatéral. Dernière fracture. Rzeczpospolita évoque 400 systèmes anti-aériens portables chinois livrés à l'Iran. Le Global Times ne mentionne pas ces armes et préfère expliquer la suspension par l'écart entre les ambitions américaines et leurs capacités. Même volte-face donc, mais 3 histoires incompatibles. Choix diplomatique, limites militaires ou rééquilibrage stratégique. Et quand les versions d'une crise deviennent incompatibles, il reste une question très concrète. Que font les États pendant les quelques minutes où la menace traverse vraiment leur territoire ? Cette semaine, la réponse polonaise a tenu en 6 minutes. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, un missile est entré dans l'espace aérien polonais, près de la frontière ukrainienne. Un F-16 a été envoyé, aucun tir n'a eu lieu. L'objet s'est écrasé près de Tarnawa-Kolonia, dans la région de Lublin. Et là-dessus, les rédactions tombent d'accord. Vraisemblablement un X-101 russe, avec une ogive de combat, aucune victime. L'enquête reste ouverte, donc l'identification est encore provisoire. Le film commun s'arrête là. LB.UA reprend l'assurance de Donald Tusk. La Pologne était prête à abattre le missile s'il avait continué. TSN.UA regarde les contraintes. À 900 km/h, 100 km sont parcourus en moins de 7 minutes. Il fallait identifier visuellement, puis obtenir l'autorisation de tirer. Donc 4 F-16 mobilisés, des radars ukrainiens et polonais y suivent la trajectoire, mais une fenêtre presque refermée avant la décision. TSN.UA parle quand même d'un échec opérationnel et rappelle que l'Ukraine a abattu 55 missiles cette nuit-là. Ukrainska Pravda raconte au contraire une réaction rapide, coordonnée et transparente. Et Vedomosti refroidit encore le récit. Le quotidien russe retient surtout que la Pologne n'était pas visée, sans ouvrir le débat sur l'interception manquée. Mais les habitants, eux. Dorzetchi relève que des sirènes ont retenti sans activation des SMS gouvernementaux. Ils ont été alertés, pas informés de la nature du danger. Et le même geste change de sens selon le récit. L'hebdomadaire polonais en fait un procès intérieur contre le gouvernement Tusk. Ukrainska Pravda insiste sur sa visite du cratère et sa promesse de transparence. Même fracture sur la portée de l'incident. LB.UA et Ukrainska Pravda y voient un argument pour renforcer les défenses ukrainiennes et la coopération avec Varsovie. Politica reste sur les déclarations prudentes des autorités polonaises, sans tirer cette conclusion géopolitique. Un missile, 0 victime, 6 minutes. Mais 3 récits. Une capacité d'interception mise en doute par TSN.UA, un incident dépolitisé par Vedomosti, et chez Dorzetchi, une crise de l'alerte civile. C'est cet écart qui place la réaction polonaise, et derrière elle celle de l'OTAN, sous examen. En Pologne, 6 minutes ont suffi pour ouvrir 3 récits. Dans le Var, c'est presque l'inverse. Une seule famille célèbre a parfois occupé l'image, tandis que la catastrophe collective restait hors champ. Le socle, lui, ne varie pas. Georges et Amal Clooney ont été évacués de leur propriété de Brignoles avec leur famille. Ils ont écrit au maire, Didier Brémond, et promis de participer à la reconstruction, quel que soit le sort de leur domaine. Et derrière cette lettre, il y a un incendie bien réel. 130 hectares brûlés, 600 habitants évacués, 4 pompiers blessés.
Le feu a été maîtrisé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le lendemain, les habitants pouvaient rentrer, avec une vigilance maintenue à cause du vent. Jusque-là, le film est partagé. Ensuite, la focale change brutalement. La BBC élargit à au moins 220 000 évacués en France et aux incendies meurtriers en Grèce. Guardian Australia insiste sur les 42 000 hectares ravagés en Gironde, le pire incendie français depuis 1949. Alors que le titre vietnamien VN Express consacre surtout son récit à la carrière de Georges Clooney, à ses récompenses et à ses propriétés dans le monde. Même feu, mais l'échelle disparaît presque derrière la célébrité. Oui, et l'écart est net. La BBC utilise l'évacuation des Clooney comme porte d'entrée vers une catastrophe collective. VN Express fait de l'incendie le point de départ d'un portrait de star. Même leur maison ne raconte pas la même chose. Chez Infobae, c'est leur résidence principale depuis 2021, là où leurs jumeaux sont scolarisés. Le Sydney Morning Herald parle seulement d'une maison de luxe. Foyer familial d'un côté, bien prestigieux de l'autre. Et la lettre subit le même tri. Il Fato Quotidiano et Achar Kalaoussat y lisent d'abord un engagement envers les habitants. Politica retient surtout le patrimoine menacé et chiffre le domaine autour de 8 millions d'euros. Avec détails révélateurs, des évaluations incompatibles. 9 millions d'euros chez Achar Kalaoussat, 8,3 millions de dollars chez VN Express, environ 8 millions d'euros dans Politica, et aucun chiffre dans le quotidien de Sydney. La valeur devient un récit en soi. Voilà la fracture. Certains médias partent d'un visage connu pour montrer 220 000 sinistrés. D'autres restent devant la villa, sa valeur ou son propriétaire. Les flammes sont les mêmes, mais ce choix décide qui devient visible. Après les incendies, encore une crise où le récit décide ce qu'on regarde. Et je t'ai gardé le plus étonnant pour la fin, Jean. Cette fois, la contestation vient de l'intérieur même de l'institution. Le socle d'abord. Gianni Infantino veut créer une filiale chargée des activités commerciales des Coupes du Monde et ouvrir son capital à des investisseurs privés. Là-dessus, les rédactions racontent la même opération. Et la même levée de bouclier. Les 55 fédérations de l'UEFA ont voté à l'unanimité pour boycotter les compétitions FIFA si le projet continue. Les confédérations asiatiques et nord-américaines s'y opposent aussi. Carlos Cordero, conseiller proche d'Infantino, a démissionné immédiatement. Mais la FIFA ne retire rien. Elle maintient des consultations et attribue une partie de la crise à des informations médiatiques incorrectes. Donc Léa, projet condamné ou toujours vivant ? C'est la première fracture. Le Sydney Morning Herald fait les comptes. Avec ses confédérations contre elle, la FIFA ne pourrait pas atteindre les 50% nécessaires, donc le plan serait effectivement mort. Al Jazeera et VN Express relaient l'argument inverse de la FIFA. Chaque fédération vote séparément, alors rien n'est arithmétiquement réglé. Et le mot vente change tout. Infobae refuse presque le procès en privatisation. Les investisseurs n'auraient pas la main sur le sportif, seulement sur une structure commerciale destinée à trouver de nouveaux revenus. The Guardian parle, lui, de bradage de la Coupe du Monde et d'un séisme existentiel. Infobae part d'une faiblesse réelle. La FIFA dépend surtout du mondial masculin, quand l'UEFA encaisse régulièrement grâce au club. Al Jazeera oppose la charge de Cordero, plusieurs milliards de réserves, aucune dette, donc aucune nécessité de céder des actifs. Je suis pas sûr que les deux raisonnements s'annulent, Léa. On peut avoir des réserves et chercher des revenus plus réguliers. Ils ne s'annulent pas. L'écart montre précisément la bataille. Optimisation financière chez Infobae, vente injustifiable dans le récit relayé par Al Jazeera, projet déjà impraticable à Sydney. Et ce qui ébranle Infantino, ce n'est plus seulement l'UEFA, c'est que son ancien conseiller reprend désormais l'accusation depuis la maison FIFA. Et voilà le tour de cette semaine. De Gaza à la FIFA, en passant par l'Iran, la Pologne et les incendies en France, les faits ont avancé au milieu de récits qui se disputent encore leur sens. On a mis les récits de la semaine face à face, à vous de juger. Toutes les sources sont à retrouver sur glucose.press. Abonnez-vous pour recevoir le digest de la semaine chaque lundi. À lundi prochain!